Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 13, Marie-Christine à Nantes. On démarre l'épisode 13 de ma tournée des road trips de France avec les gens qui réalisent leurs rêves. Et aujourd'hui, je suis accueillie chez Marie-Christine, tout près de Nantes. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, bienvenue à la maison. C'est très chouette de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Donc, on a pris contact sur Facebook suite au message que j'avais posté sur le groupe Réseau d'entrepreneurs. Et tu avais répondu que tu étais intéressée pour participer et pour témoigner de ton parcours. Et alors, j'ai adoré quand tu m'as expliqué ton rêve, parce que j'ai trouvé ça trop beau. Donc, je vais te laisser le présenter, je ne peux pas dévoiler le sujet. Est-ce que tu peux te présenter toi et présenter le rêve que tu as réalisé ? Alors, je suis Marie-Christine Eustache. Aujourd'hui, je suis cultivatrice de bonheur et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à construire une belle relation de couple. Et en fait, c'est ça le rêve que j'ai réalisé pour moi, parce que j'ai passé plus de 20 ans dans une relation de couple conflictuelle, toxique, maltraitante psychiquement. J'en ai fini complètement en HS, complètement détruite, et j'ai mis du temps en fait à me reconstruire et aussi à me dire bon, j'ai envie d'une belle relation de couple, j'ai envie de créer, de vivre une belle relation telle que je le rêvais. J'ai pas réussi à le faire, mais je vais y arriver, et c'est ce que j'ai fait. Donc je te demande pas d'où te vient cette envie de réaliser ce rêve, c'est assez évident. Ah bah oui, parce que évidemment ce rêve, alors je l'ai eu, c'est venu au fur et à mesure parce que j'ai grandi dans un couple parental qui passait son temps à s'engueuler. Mes grands-parents n'étaient pas forcément un modèle non plus de grand amour, de partage, etc. Donc je suis partie d'un peu loin, c'est que j'avais pas forcément de modèle de couple heureux en couple. C'est pour ça que je suis partie moi dans une relation qui était pas saine, qui était toxique, etc. Et quand j'ai divorcé, je voulais quand même construire cette belle relation. J'avais pas réussi à le faire dans le couple où j'étais. J'ai essayé de le faire, ça a foiré, ça fonctionnait pas, je tombais pas sur les bons numéros, bref, etc. Il y a un moment où je me suis dit bon. C'est pas pour moi, quoi. Je vais finir seule avec mon chat, et puis ce sera bien. Et puis t'as vu Plume, comment il est mignon. Il est adorable. Bon, je me suis dit, voilà, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour être dans une relation de couple. Et j'avais pas plus de modèles de couple heureux. Oui. Et je trouve que c'est important de souligner ça, c'est que des fois, on se dit, alors que ce soit dans les relations de couple ou professionnelles ou peu importe, on se dit, mais j'y arrive pas, c'est que je dois changer de lieu, c'est que c'est les personnes en face qui vont pas, et de prendre conscience qu'en fait c'est notre prisme, notre propre filtre en fait des informations qu'on va capter qui est déformé puisque on n'a pas eu le modèle ou on a eu un modèle qui était dysfonctionnel. Et alors comment t'as eu le déclic de dire c'est à moi de changer ou de... Le déclic il est venu des coachs et mentors que j'avais qui avaient construit justement une nouvelle relation de couple alors qu'eux-mêmes avaient vécu justement situation de couple pas forcément super heureuse, divorce, reconstruction, et ils avaient construit une nouvelle relation. Et là je me suis dit je suis pas plus bête qu'eux, je peux prendre tous les outils que j'ai à ma disposition, puis ça fait quand même 30 ans, j'ai 53 ans, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans l'environnement du développement personnel. Alors j'avais commencé sur le développement type plus spirituel, les lois de l'univers, j'ai commencé après la communication, tout ce qui est relations de couple, relations avec les enfants, j'ai beaucoup travaillé sur le côté parentalité. Donc tous ces outils-là, je les avais, mais j'arrivais pas à les mettre en œuvre au niveau du couple. Et donc je suis allée plus loin avec mes compétences de coach, me dire
si j'arrive pas à le faire, il faut que j'arrive à me construire quelque chose de solide. Ok. Et j'avais fait un peu de psycho aussi, et j'ai commencé à prendre un regard, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les relations jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai compris de ces dysfonctionnements, et qu'est-ce que je vais mettre en place pour fonctionner autrement. Et de fil en aiguille, je me suis construit en fait une méthode pour arriver au résultat. Parce que, très honnêtement, ce que je voyais des love coach, ouais, bah non, ça me plaît pas. Oui, mais il faut se comporter de telle façon, il faut se maquiller, se coiffer. Ouais, ok, mais enfin, c'est pas ça qui va... Alors oui, il y a eu un moment, je suis partie un peu sur ce truc-là au tout début. Alors oui, j'attirais des hommes, mais au bout de 8 jours, ils se barraient. Oui, donc c'était des coachs de séduction, mais pas d'amour, finalement. Exactement, tout à fait. C'est des coachs de séduction, c'est des techniques de séduction, c'est des techniques pour attirer. Ouais. Mais derrière, la relation, elle tient pas. Pourquoi ? Parce que les hormones sont des bonnes messagères, mais ne sont pas des bonnes conseillères. Ça, c'est Aruna Lipsich, philosophe de la vie, qui explique ça. C'est-à-dire que les hormones, bah oui, on voit quelqu'un, on flash, ouah, je suis tombée en kiff, oh, etc. C'est l'amour de ma vie. Et puis, bah, au bout de 15 jours, ouais, bah écoute, non, je crois que ça va pas le faire. Comment on fait pour transformer ces choses-là ? Bah, il y a des choses pratico-pratiques, en fait, à travailler sur soi, des bases à poser, des limites aussi à se fixer. Et donc, tout ce travail-là, je l'ai fait. Et j'ai fait aussi un travail de pleine conscience, de guérison de blessures. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on rentre en relation avec quelqu'un, inévitablement, ça peut venir réveiller des blessures. On prévoit un week-end avec, prévoit un date, un rendez-vous, et puis l'autre, il nous envoie un non, désolé, je peux pas parce que je vais avec des potes ou machin. Et là, c'est pas possible, jamais. Eh ben oui, mais qu'est-ce qui vient se déclencher derrière chez nous ? Pourquoi on réagit comme ça ? Alors que c'est pas une réaction adaptée au fait de construire une relation de couple. Donc toutes ces choses-là, je les ai travaillées et ça m'a permis de rencontrer Jean, que tu as vu tout à l'heure, voilà, qui se prépare pour partir en road trip à moto. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. D'accord. Et finalement, c'est le fait de travailler sur toi qui t'a permis de rencontrer la bonne personne. Et c'est pas le fait de rencontrer la bonne personne qui t'a permis de t'améliorer. Alors après, il y a eu non, évidemment, la base, c'est que moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai mis tout un socle en place. C'est ce à quoi j'accompagne mes clientes maintenant, pour attirer dans mon environnement une personne adaptée à ma recherche. Parce qu'évidemment, avant de rencontrer Jean, il y en a eu d'autres que j'ai rencontrés, et très rapidement, je ne suis pas allée plus loin parce que je savais que ça ne correspondrait pas sur le long terme. C'est-à-dire que quand on veut rencontrer quelqu'un, on ne se projette pas pour les 15 jours. Moi, je me projetais pour les 5-10 ans. C'est-à-dire, est-ce que la personne que je vais rencontrer, est-ce que ça va coller pour les 5 à 10 prochaines années ? Et en fonction de ça, évidemment, j'avais toute une base de critères, tout un socle. C'est un petit peu comme, alors il y en a certaines personnes qui me disent ouais, mais enfin c'est pas la même chose qu'un amour, etc. Je dis désolé, je prends exactement les mêmes principes. Et si ça fait 5 ans et demi qu'on est en couple, toujours heureux, toujours à partager, c'est bien parce que j'ai posé les bases. C'est comme de choisir une maison. Enfin, une maison, tu t'embarques pas pour. Alors si tu la loues, ok, mais si tu achètes une maison, t'achètes pas une maison pour y rester 1 an. Bien souvent, tu vas acheter une maison pour y rester 5-10 ans. Bon, ok, comment tu fais pour choisir les critères de ta maison ? Tu vas poser un certain nombre de critères. Tu vas faire pareil pour chercher un job. J'applique exactement les mêmes choses avec des critères différents et avec aussi une dose quand même d'inventivité parce qu'on parle d'amour, on parle pas d'un bien matériel et on parle d'humain. Et que l'humain, il y a une interaction. Donc, ce que tu me disais, oui, il y a une base que j'ai créée et après, on a appris à évoluer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai expliquées à Jean, parce que Jean, il n'a pas du tout... il commençait à découvrir un petit peu autre chose, la bienveillance, la communication non violente, tout ça, il commençait à le découvrir, mais il l'avait pas encore vraiment implémenté dans sa vie, puis il y a plein de choses
moi je connaissais, comme le triangle de Karpman. Si on connaît pas ce truc-là pour rentrer en relation, on va se prendre la porte ou la peau de banane. Chacun appelle ça comme il veut, mais ça va se casser la figure. Et donc, juste pour les gens qui écoutent, le triangle de Karpman, c'est une relation dysfonctionnelle qui alterne entre la victime, le bourreau et le sauveur. Exactement. Et c'est pas une relation où chacun fait valoir ses besoins, c'est une relation où chacun est dépendant de l'autre pour trouver le rôle qui lui permet soit de se valoriser. Voilà. Et moi, j'associe ça avec, en analyse transactionnelle, la posture parent, enfant ou adulte. Donc quand on est sur une posture parent ou enfant, eh ben finalement on va être dans le triangle parce que on va vouloir prendre en charge l'autre ou on va vouloir être pris en charge. Et si on prend la posture adulte, eh ben on va se poser en adulte, respectueux des besoins de l'autre, respectueux de ses besoins. On va pas chercher à prendre l'autre en charge et on ne va pas chercher à être pris en charge non plus. Et ça permet de poser un équilibre qui va être une bonne base relationnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué très rapidement à Jean, parce que je lui ai dit, j'ai pu observer que si j'ai foiré toutes mes autres relations, c'est parce que, j'étais une très bonne maman. En même temps, voilà, j'ai 3 filles, donc, et j'ai été assistante maternelle, donc j'ai quand même participer à l'éducation de 15 petits bouts de chou. Donc, ce côté maman, maternant, je l'ai. Et c'est en moi. Maintenant, je sais que c'est le côté, si je dévie, ça peut déraper. Et il y a eu un jour, voilà, il y a eu un dérapage et on a beaucoup rigolé parce que comme je lui avais expliqué la chose et je lui avais dit, si jamais tu me vois faire ça, tu me le dis. Et pendant la période Covid, la période où on était vraiment très très restreint, qu'il fallait pas sortir pour n'importe quoi, etc. On devait sortir pour faire des courses. Lui avait besoin de passer à la pharmacie avec une ordonnance. Et je m'apprête à sortir. Je lui dis, est-ce que tu as pris ton ordonnance? Et là, il m'a regardé avec un grand sourire. Oui, maman. Et merde. D'accord. Bien vu. Un point pour toi. Oui, parce que c'est pas moi qui ai besoin des médicaments. C'est lui. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'il oublie ou pas? C'est pas mon problème. C'est le sien. Et ça, c'est quelque chose. Mesdames, si vous nous écoutez, regardez là où est-ce que vous êtes en mode maman avec vos partenaires potentiels ou voilà. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec mes enfants. C'est pour ça qu'elles ont gagné une autonomie. Je les ai accompagnées assez rapidement. Ok, t'as besoin de ça. Comment tu fais? Ouais, maman, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Oui, t'as le téléphone ou tu vas chez la coiffeuse, elle est dans le bourg. Oh ouais, mais j'ai pas... ça va, t'as 14 ans, tu peux prendre rendez-vous chez la coiffeuse toute seule. Et ma fille a fait une vidéo justement là-dessus, elle est sur YouTube, où elle explique comme quoi c'était pas agréable quand je lui faisais ça, mais j'étais là pour l'accompagner. Et toutes les 3, elles ont leur autonomie et voilà, elles n'ont pas besoin de maman pour faire ça. Et c'est aussi une bonne base pour leur couple. Oui, mais pour tout dans la vie en général. Pour tout dans la vie. Et ça m'évoque une petite anecdote. J'étais tombée sur une vidéo, probablement sur Instagram, d'un petit garçon qui est dans son siège auto. Et puis il essaie de se détacher parce qu'il doit descendre de la voiture. Puis il galère, il n'y arrive pas, c'est dur, machin. Et son père il dit attends, je vais le faire. Et le petit le regarde et lui dit non, je vais le faire tout seul. Et ça, mais j'ai trouvé ça super fort. Et le père a respecté bien sûr. Je trouve ça super fort parce qu'en fait le fait d'apprendre aux enfants à se débrouiller tout seuls, c'est la meilleure chance qu'on peut leur garantir de se débrouiller dans la vie et dès tout petit. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'amis à moi qui sont maternantes en fait, qui font les mamans avec leurs mecs, alors que voilà, et résultat, j'ai un couple d'amis comme ça que je ne citerai pas mais que j'adore. Quand je vais chez eux, et je dis en fait, je demande à lui, tu peux me passer un verre? Il se regarde, il se retourne, il fait c'est où déjà? Je me dis waouh, ça fait 5 ans qu'ils vivent dans cette maison, ça fait 15 ans qu'ils sont en couple et c'est encore à elle de lui dire où sont les verres. Il en joue un peu, mais c'est vrai qu'elle a tendance à faire ce genre de choses et elle a un petit garçon et elle fait attention à essayer de montrer l'exemple à son fils, sauf que voilà, elle se comporte aussi comme ça avec son conjoint. Et il y a beaucoup de femmes qui le font de façon inconsciente parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide, parce que je vais le faire, parce que moi je sais où c'est. Et puis après elles vont râler que leur mec est assisté et ils savent pas trouver la paire de ciseaux ou je sais pas quoi. Mais c'est marrant, mais c'est vrai que c'est une discipline à avoir pour soi finalement.
pour Tout à fait. que toute la relation fonctionne. Tout à fait. Oui, c'est vraiment une discipline et on a pu expérimenter justement avec Jean de passer un week-end chez un couple d'amis à lui et on a trouvé, mais c'était épuisant en fait de passer un week-end avec des gens qui sont dans un fonctionnement papa-maman parce que ils s'envoient des petits pics en permanence en fait et on est ressorti, on avait eu plaisir à passer du moment avec eux, mais quelque part c'était ça bouffe de l'énergie. Ouais. Ouais. Alors qu'on peut faire autrement. C'est évident, ouais. Et je t'ai pas demandé pourquoi tu accompagnes spécifiquement les femmes de plus de 40 ans. Eh ben parce que j'ai plus de 40 ans, déjà, pour commencer. Parce que je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait un sondage parce que j'ai accompagné j'ai commencé mes accompagnements autour de la parentalité des enfants, enfin les mamans avec leurs enfants. J'ai accompagné autour du burn-out maternel. J'ai écrit un livre sur le burn-out maternel. Quand j'ai écrit le livre, en fait, j'avais pas conscience. J'ai mis de la conscience dessus après parce que quelqu'un m'a mis le doigt dessus. En fait, si j'ai fait cet épuisement maternel, c'est que j'étais dans une relation maltraitante, dysfonctionnelle. Sinon, j'aurais pas fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel j'étais à ce moment-là n'était que de couples, de femmes. J'étais en relation avec des femmes, mais où quasiment toutes vivaient cette relation dysfonctionnelle. Elles étaient maternantes aussi, et du coup pas heureuses, à tout faire pour la famille. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas continuer de reproduire ça pour nos enfants. Et donc quand j'ai fait un sondage pour chercher ce qu'on appelle la niche en marketing, je me suis dit, les femmes de plus de 40 ans, il y en a plein qui ne veulent plus être en relation de couple, qui se disent, comme moi, non, de toute façon, je vais finir seule avec mon chat. Il y en a qui disent, ouais, mais non, mais de toute façon, c'est trop tard, c'est foutu, voilà, j'ai 50 ans, jamais je pourrais construire une relation de couple. Et je me suis dit, mais elles peuvent pas passer à côté de ça, parce que derrière, elles ont des enfants. Et elles, si elles font le chemin, elles vont être autrement, et elles vont se positionner autrement pour leurs enfants. Oui. Et moi, c'est cette continuité que je souhaite. C'est-à-dire que les femmes que j'accompagne, elles sont en train de construire des belles relations de couple, de poser des bonnes bases. Elles les partagent avec leurs enfants. Donc leurs enfants vont à leur tour poser des bonnes bases. Ce qui fait que c'est double effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire, j'impacte un niveau, et c'est elles qui vont faire le taf pour les générations suivantes. Elles vont montrer l'exemple d'un couple fonctionnel, à contrario de ce que toi, tu n'as pas pu vivre. Exactement. Et donc, Maxime, que tu as vu, et mes filles, régulièrement, ils nous demandent, mais comment vous faites? Vous vous engueulez jamais? On n'a pas besoin de s'engueuler, on va poser les choses. S'il y a quelque chose qui peut devenir conflictuel, on va l'aborder avant. Je donne un exemple très simple. Quand on est arrivé dans cette maison, il y a 2 poubelles, comme dans plein de maisons. Il y a une poubelle classique, une poubelle pour le recyclage. Et je sentais le truc qu'on allait se prendre la tête un jour ou l'autre, parce que les poubelles allaient pas être sorties. Alors je lui ai dit, écoute, je sens que potentiellement, on peut un jour se prendre la tête sur le fait que l'un ou l'autre n'est pas sorti de la poubelle. Je te propose, il y a 2 poubelles, chacun en prend une en charge, et on est responsable de sa poubelle. Ce qui fait que si la poubelle n'est pas sortie, on n'a que à soi se râler parce que voilà. Il me dit oui, très bien. Et on a calé le truc comme ça. Oui, c'est tout bête. Mais c'est tout bête, mais je veux dire, c'est sur des bêtises comme ça qu'on peut s'engueuler, que le truc peut partir en cacahuète parce que il y en a un qui a pas sorti la poubelle et que la poubelle déborde et c'est sur des broutilles comme ça que les... Et voilà, là, tout à l'heure, avant l'interview, voilà, j'ai calé avec lui, écoute, on est en interview, on se met dans la salle, ok, écoute, moi je vais faire les courses, je sais que vous êtes occupés, et puis c'est bon, point. On a posé les choses avant. Comme ça, il sait que il va pas intervenir ou faire du bruit ou nous déranger, ce qui pourrait énerver, et puis dire oui, mais tu respectes pas mon travail, machin. Mais non, on pose les choses, tout simplement. Et nos enfants respectifs,
Waouh, c'est sympa, c'est cool. Et pour revenir sur ce qui t'a fait avoir le déclic de te lancer dans ce... Alors, soit peut-être de quitter ton mari avec lequel ça se passait pas bien, ou de te lancer sur cette recherche-là. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? J'ai supporté une vie très conflictuelle pendant des années, parce que j'avais pas d'autre modèle. Alors, évidemment, tant que tu sais pas qu'autre chose est possible, déjà c'est difficile de changer. Et en plus de ça, la référence que j'avais, c'était celle de mes parents. Et ma mère me disait « Oh mais écoute, quand même, arrête de te plaindre et tout. » Bon. Pour ma maman, le modèle, c'était avoir une belle maison, pouvoir avoir une aisance matérielle. Alors oui, j'ai eu une aisance matérielle pour grandir, mais pas une aisance relationnelle, etc. Mais elle, pour elle, c'est hors de son champ de conscience. Donc évidemment, elle pouvait pas m'ouvrir à ce champ de conscience-là. Donc pendant très longtemps, j'ai supporté. Et il y a eu un jour où il y a eu un déclic, énième prise de tête avec mon mari, père des enfants, et ma deuxième qui dit, je sais plus comment elle a dit le truc, mais elle a parlé que papa et maman divorcent. Et là, je lui ai dit, oh, ça serait un gros bazar. À ce moment-là, j'imaginais même pas ce truc-là. Mais en fait, c'est elle qui a senti que, à force de voir ses parents se prendre la tête, bon. Et elle avait quel âge? Elle devait avoir 4 ans et demi. Ah oui. Enfin, elle a sorti ça comme ça. C'était naturel, quoi. C'était naturel, évident. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a un truc qui a germé en se disant, mais je vais pas pouvoir supporter ça longtemps. Et derrière ça, j'ai commencé à côtoyer en fait des personnes, dont un médecin à l'hôpital avec lequel je travaillais pour ce protocole de soins dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je travaillais dans un groupe autour de l'allaitement maternel pour accompagner au mieux les mamans qui allaitaient et quand elles avaient des problèmes de santé. Donc je travaillais avec un pédiatre et puis avec une gynécologue, sage-femme, une psychologue. Et dans ce groupe, il y avait énormément de bienveillance. Et les personnes me disaient, mais merci Marie-Christine d'être avec nous, de nous apporter votre regard. C'est tellement enrichissant. C'est vrai que nous, en tant que professionnels de santé, on va voir évidemment le côté médical, on va chercher à faire le mieux au niveau médical, mais c'est vrai qu'on va pas forcément prendre soin, on va pas forcément prendre le regard du côté de la maman. Est-ce qu'elle a besoin etc. Et de recevoir cette bienveillance sur ce que je faisais, sur ce que j'apportais, ça me faisait énormément de bien, puisqu'évidemment, à la maison, c'était tout le contraire. Et au fur et à mesure de choses comme ça, une autre expérience, j'étais assistante maternelle, mais comme j'arrivais pas à gagner suffisamment d'argent, je faisais des animations commerciales, comme j'ai fait au tout début de ma carrière. Et là, un professionnel... un monsieur qui avait énormément d'expérience en commerce, qui était un commercial extraordinaire, comme on a envie de côtoyer des gens comme ça, m'a aussi renvoyé plein de positifs. Il m'a donné plein de conseils, plein de choses pour améliorer, mais il m'a envoyé plein de positifs. Je suis ressortie des 2 jours d'animation à ses côtés, je dis waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et du coup, de ressentir cette bienveillance dans un environnement extérieur, et qu'à côté, à la maison, c'était tout l'inverse, parce que j'ai été critiquée pour tout le temps, dénigrée, surveillée, contrôlée, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Et un jour, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les beaux-parents qui sont arrivés, qui m'ont sorti des trucs. Et je dis, maintenant c'est bon, c'est terminé, c'est divorce. Et là, j'ai posé le truc. Fini, divorce. Ça a été difficile, parce que de prendre une décision comme ça, c'est pas évident. Je côtoyais, j'avais un pote à ce moment-là qui m'a aussi ouvert les yeux sur toute une autre vie possible. Lui, il était débordant d'énergie, il rigolait, un peu, à côté de ses pompes aussi, parce que pas très dans la réalité qu'il faut gagner de l'argent, etc. Mais quelque part, ce côté, il y a autre chose qui est possible.
Ouais, ça fait un moment que je me dis qu'une autre vie est possible, mais alors je sais pas du tout laquelle. Et donc j'ai commencé évidemment à me faire accompagner avec un thérapeute, coach, parce que je savais pas où j'allais. Donc j'ai enclenché la procédure de divorce, ça a été compliqué. Et là j'ai un ami, mon ange gardien, mon parrain professionnel, que je connais depuis très très longtemps et qui a toujours été là à des moments clés de ma vie. Je l'appelle pour lui dire écoute, ça va pas et tout. Il me dit mais tu sais, il m'a dit quelque chose de très dur. Alors attention mesdames, si vous êtes dans cette circonstance-là, vous allez dire ouf, pas facile, mais c'est ce qui m'a aidé à aller plus loin. Il m'a demandé si t'arrives pas à divorcer, enfin pour que tu sois prête à divorcer, il faut que tu sois prête à perdre tes enfants. Et là, quand on est maman, se dire qu'il faut être prête à perdre ses enfants, parce qu'en fait c'est ça, quand on est dans une relation conflictuelle, on dit ouais mais de toute façon les filles tu les verras plus, je vais faire en sorte que tu les vois plus, etc. En tant que maman, c'est juste pas possible. Et donc là j'ai fait un travail sur moi, je me suis dit bon ok, j'ai donné beaucoup à mes enfants, je leur ai appris des choses, la plus grande avait 10 ans, la dernière elle avait 6 ans. Je dis si demain je ne dois plus les voir, comment ça se passe? Alors évidemment, j'ai beaucoup pleuré, etc. Et puis après avoir évacué ça, avoir évacué cette peur en fait de les perdre, je me suis dit, ok, je suis prête à perdre mes enfants. Si jamais demain je ne dois plus les voir, eh ben je leur écrirai des lettres que je mettrai de côté. Si je peux pas leur envoyer, je leur écrirai. Et je garderai ça. Ouais. Et le fait d'évacuer cette peur, eh ben, je suis allée au bout du divorce. Ça a duré quand même 3 ans. 3 ans de procédure, c'est très long. Oui, surtout pour des petites de cet âge-là, ça a dû leur paraître une éternité. Bah, elles étaient un peu... elles en avaient marre parce qu'au début, ils voulaient absolument en garde alternée. Ah bah, je dis oui, t'assumes ton rôle de père. Et puis au bout de 8 mois, ah ouais, non mais tu te démerdes. Et puis après, il a fallu que je récupère la maison parce qu'en fait, il en voulait plus. Et finalement, la peur que tu avais de perdre tes filles, elle s'est réalisée? Ah bah non. Bah non, parce que justement, j'ai fait le travail de l'évacuer. Parce que tu penses que si t'avais pas fait ce travail-là, tu aurais... J'aurais pas réussi à divorcer. J'aurais pas... j'avais tellement peur de perdre mes filles en divorçant que je serais pas allée au bout du divorce. D'accord, à ce point-là. Ah bah oui, parce que en fait, comme j'étais dans une situation de maltraitance psychique et que j'en avais pas conscience et que j'avais personne qui m'a mis la conscience là-dessus, c'était hyper dur de se dire bah je suis obligée de rester avec le mari si je veux rester avec mes filles. Et c'est le dilemme de beaucoup de femmes de se dire bah tant pis si je dois rester avec mes filles. Et c'est ça qui m'a... J'ai mis 3 ans avant de prendre la décision de divorcer. De dire maintenant c'est divorce. Il a fallu une goutte d'eau qui fasse déborder le vase. J'en ai vraiment ras-le-bol, j'en peux plus, je supporte plus, je vais divorcer. Même si statistiquement, on sait que les mamans ont beaucoup plus souvent le droit de garde que les pères. Oui, mais ça, au moment où ça se passe, tellement on est diminué psychiquement, parce que l'autre dit non mais de toute façon tu fais c'est n'importe quoi, t'es pas une bonne mère, etc. Et que t'entends ça aussi de d'autres personnes, mes ex-beaux-parents et ma mère, alors que moi je savais au fond de moi que ce que je mettais en place pour mes enfants, c'était la bonne méthode. Oui. Communication non violente, absence de violence éducative, pas de fessées, etc. Mais c'est des choses qui sont à des années-lumière de fonctionnement d'autres personnes. C'est-à-dire pour d'autres personnes, non mais l'éducation, c'est tu te prends une claque et t'écoutes pas et tu vas au coin et autoritarisme. Oui. Mais ça, on sait que ça reproduit de la violence derrière. Et que les enfants vont être violents derrière. Oui, puisqu'ils reproduisent l'exemple qu'ils ont eu. Bien sûr. Tout comme tu as reproduit l'exemple que tu as eu exactement. Bah oui, mais de tes parents. Et donc, comme psychiquement, on est complètement détruit en tant que femme de cet environnement-là, bah, oser divorcer, c'est ouais, mais enfin, t'as du mal à être rationnel finalement par rapport à ce qu'on peut t'expliquer sur t'es juste dans les, enfin, t'arrives pas à poser les choses rationnellement.
Et donc ça m'a demandé du temps. Donc après j'ai posé les choses avec l'avocate. J'ai eu la chance de rencontrer donc un chéri à ce moment-là qui m'a aussi aidée, parce que il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas rester dans la maison commune, parce que j'enclenchais le divorce, mais lui finalement ne voulait plus quitter la maison. Donc bah oui, mais c'était mon lieu de travail. Alors quand c'est ton lieu de travail et un jour il y a donc le copain avec qui je sortais, il me dit écoute, c'est pas possible, faut que tu sortes de là. Donc j'ai trouvé un autre logement dans la même commune parce que mes filles étaient à l'école. J'ai eu une super assistante sociale qui m'a dit bah écoutez, c'est ok, on change, je passe votre agrément à tel endroit. Les parents ont été adorables, ils m'ont suivi parce que ça aurait pu aussi créer des trucs. Et donc j'ai pu déménager, quitter le logement toxique. Bon, ce chéri-là m'a quitté. Et puis j'ai continué à me reconstruire, mais ça s'est pas fait dans la simplicité. Et puis à chaque fois, c'était évidemment les conflits, parce que mes filles étant une semaine chez leur père, elles revenaient le dimanche soir, je les récupérais, mais en vrac émotionnellement. Elles se prenaient la tête, elles s'engueulaient. Je disais non mais c'est pas possible. Et finalement, ça a été une libération. Je voulais dire, ah non, mais c'est bon, j'en veux plus, tu te démerdes. Ok. Bon, bah, je les récupère. Au moins, il y aura plus à faire le transit. Et au moins, ça a apaisé la situation à la maison, au niveau relationnel, au niveau... elles ont pu se reconstruire en tant qu'enfants. Parce que surtout l'aîné prenait la place de seconde maman pour ses petites sœurs. Donc c'était compliqué. Puis après, il a fallu que je récupère la maison parce qu'il en voulait plus, parce qu'il voulait pas s'occuper de la mettre en vente. Enfin bon, ça a été... Oui, avec toutes les complications qu'on peut avoir. Toutes les complications quand tout se déchire, et surtout quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas du tout posé relationnellement, alors que voilà, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit oh ben non, mais le divorce, bah écoute, en 6 mois c'était fait. Voilà, tous les deux, la maison, on n'en voulait plus. Bah, on a dit ok, on la vend, on l'a mise en vente. Elle s'est vendue en 3 mois. Chacun a récupéré des sous. Il y en a un qui a fait construire, l'autre qui a racheté. Enfin, je dis ouais, pourquoi c'est la merde chez moi? Tout simplement parce que les bases elles étaient pas bonnes au départ. Oui, c'est ça. Et alors dans cette transition pour aller assainir les relations amoureuses, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'espérais par rapport au cheminement que tu avais anticipé? Pas trop. Pas trop, parce que en fait, je suis tombée sur des accompagnants qui étaient pas de qualité, on va dire. Puis je devais avoir un chemin aussi personnel à faire. Ça a été compliqué jusqu'au jour où j'ai découvert le développement personnel, je vais dire, à l'américaine. C'est-à-dire, ok, tu veux un objectif, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu mets en place pour aller vers cet objectif? Parce que avant ça, en fait, j'étais dans le côté développement personnel, spirituel, il faut être, il n'y a pas besoin de faire... et puis en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais pas du tout conscience que j'étais dans une relation avant qui était toxique. Et il y a un jour, en faisant des recherches, en allant rencontrer un organisme qui s'appelle le CIDFF, le Centre d'information de droits des femmes et des familles, ou des familles et des femmes, pour chercher des financements en fait pour faire des formations. La dame me demande, d'accord, quel est votre projet, expliquez-moi un petit peu. Puis je lui raconte, puis elle me dit, mais madame, c'est normal que vous ayez du mal à avancer dans la vie, c'est normal que vous ayez du mal à vous reconstruire. Vous avez vécu une relation toxique, maltraitante, psychiquement. Et là, elle me tourne son écran sur les violences conjugales. Elle dit, vous voyez, vous m'avez parlé qui vérifiait votre kilométrage quand vous vous déplaciez. C'est de la violence psychologique. Qui critiquait les personnes avec qui vous étiez en relation. C'est des violences conjugales. Qui dénigrait le travail que vous faisiez. C'est de la violence. Et là, quand elle m'a dit ça, je suis un peu tombée de mon nuage parce que ça faisait 4 ans que j'étais en thérapie, que j'étais censée me reconstruire, mais personne m'avait dit ça. Donc évidemment, quand on pose un diagnostic sur quelque chose, une réalité concrète, ok, on va prendre les choses autrement. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est libérateur aussi
De te dire, oui. enfin, il y a un mot là-dessus, enfin je il y a un comprends ce mot, qui m'arrive. je comprends ce qui m'arrive, parce Ouais. que, quelque part, l'accompagnement que j'avais, c'était très culpabilisant. Oui, ben qu'est-ce que tu fais toi pour transformer? Et putain, mais je fais ça, mais ça fait pas bouger l'environnement. Oui, mais c'est parce que l'autre, il est toxique. Il y a un moment, on peut pas changer une personne qui est toxique, qui a un comportement qui est toxique. Donc quand on nous fait, quelqu'un nous met le doigt là-dessus, non mais le comportement de cette personne-là n'est pas tolérable, c'est pas acceptable. Ah ok, c'est pas moi qui suis en cause. Bah Non. En fait, c'est juste dire, au moins on sait que la personne fonctionne comme ça. Après, tu peux te demander pourquoi t'as toléré ce genre de personne dans ta vie, par rapport notamment aux exemples que tu as vus, etc. Et ça, ensuite, ça te permet de changer, mais en connaissance de cause, de changer par rapport à un truc qui est concret. Bah oui. Et si on dit, bah non, mais c'est toi qui machin, non, en fait, t'as répondu à la personne, mais en même temps, t'as accepté la personne dans ta vie, t'as été en un sens une victime, mais aussi une complice de ta situation, sans le savoir, parce que tu vivais un truc que tu ne savais pas qui était pas juste, quoi. Bah exactement. Mais dès que tu sais ça, mais là, voilà. ça libère, ça soulage, et tu peux avancer sur quelque chose en étant consciente des choses. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu prise de conscience. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert le développement perso, je veux dire, à l'américaine. Ok, tu veux tel objectif, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre tel objectif? C'est concret. C'est concret. Ah, bah oui, eh ben là, je vais pouvoir avancer. Ok. Quand j'ai commencé à faire le tableau de l'état dans lequel j'étais, bah, va y avoir du taf. Bon, bah ok, on va prendre une chose à la fois. Et puis une chose à la fois, j'ai commencé à reposer des bases. D'accord, c'est quoi une relation saine? C'est comment? D'accord. Ah bah oui, en effet, la relation de mes parents, elle était pas saine du tout, elle était toxique. Ok, bon, comment et puis de travailler du coup avec des intervenants différents sur lesquels j'ai pu avancer et puis rétablir évidemment parce que ma santé était complètement HS. J'étais quand même à 2 doigts de gros soucis. Et j'ai dû rétablir ça, quoi. Et justement, dans ta réflexion, t'as pas fait que mentaliser les choses, que te dire, je réfléchis sur comment, etc. Ah non. C'est global. Ah bah c'est global, c'est-à-dire si je reste dans ma tête, je peux tout faire. Hein, là, si je dis, allez, Julie, on est au Japon, on a la planisphère là, de l'Europe devant nous. Bon, écoute, là, en fait, on est en Irlande, on est sur la côte irlandaise, on regarde la mer, donc l'océan Atlantique, on y est. On peut visualiser le truc, sauf que on est là, à Sainte-Luce-sur-Loire. Voilà. C'est concrètement. Et alors, est-ce que tu as des exemples d'outils, d'exercices que tu as utilisés pour intégrer ça dans ton corps et dans tes émotions? Ah bah, j'ai commencé, en fait, c'est avec la naturopathe que j'ai commencé, parce que comme ma santé était très, très, très détériorée, il a fallu que je commence par l'alimentation. Qu'est-ce que je mets? Alors même si, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, waouh, elle dit, c'est rare que j'accompagne quelqu'un qui a déjà un état d'avancement au niveau de la naturopathie, enfin de l'alimentation saine. Maintenant, il y a certains aliments, votre organisme, il peut pas les tolérer. Donc il va falloir les supprimer. Et il va falloir prendre, un des trucs qu'il fallait que je fasse, c'est, je me suis acheté un extracteur de jus, il fallait que je consomme des jus verts. Alors jus vert, épinards, gingembre, citron, fenouil, céleri, des choses, il n'y a pas 1 gramme de sucre. Ah bah c'est pas très bon la première fois qu'on prend ça. Et en même temps, je savais que c'était ce dont j'avais besoin pour ma santé. Parce que derrière, la pathologie que j'avais, c'était une candidose digestive, c'est une merde sans nom, c'est inconnu des médecins, et ça détruit la santé de milliers de femmes chaque année, et d'hommes aussi. Et y compris la santé mentale. J'ai la mère d'un ami qui a été des années en dépression parce qu'elle avait une candidose digestive. Ouais. Et que quand elle a changé son mode d'alimentation, sa santé mentale, miraculeusement, s'est améliorée. Exactement. Et en fait, alors on parle de santé mentale, en fait, ça brouille les perceptions. Et moi, je l'ai senti après quand j'ai réussi à diminuer suffisamment la présence de champignons. Je sentais les attaques du champignon dans mon cerveau. C'était très étrange. Et je dis, mais comment ça? Il se passait quelque chose. Et là, tout d'un coup, je dis, mais comment je perçois la chose là? Il y a une espèce de brouillard qui arrive.
c'est quelque chose de très particulier. Si on peut, enfin, c'est difficile à expliquer quand on ne l'a pas soi-même vécu, mais quand on réduit suffisamment la présence du champignon, donc le Candida albicans ou un de ses 150 cousins, le cerveau, il est beaucoup plus clair. Le cerveau, il est clair. On voit les choses. Ok, il y a une prise électrique. Là, il y a une prise électrique. D'ailleurs, elle est un petit peu de travers. Elle était mal posée. Bon, ok. Mais on va prendre les choses telles qu'elles sont et on va pas les interpréter. Et pareil, quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va le prendre tel que c'est. Et si c'est pas clair, on va lui poser une question pour avoir un éclaircissement. Et quand le champignon attaque, il y a une espèce de brouillard que ça fait dans le cerveau. Et alors, est-ce que ça fait très, je bois pas d'alcool parce que ça me rend malade. Est-ce que ça fait un peu comme un état de quelqu'un qui est alcoolisé, qui voit pas les distances, qui entend pas les bons sons, etc. C'est peut-être un peu proche de ça. Je sais pas trop comment le décrire, mais ça fait un brouillard et on sait pas. Et là, quand après avoir eu un esprit très clair, on sent ce brouillard arriver, alors qu'on n'a pas bu d'alcool, je bois pas d'alcool, je fume pas de drogue, je fume pas même de cigarettes, je consomme aucun produit stupéfiant, et ben on sent, il y a un truc bizarre dans le cerveau. On se dit, ah ok, ça c'est le champignon. Et là, on attrape la bouteille d'un truc dégueu, qui est un extrait de jus vert, et on en boit un shooter, c'est pas bon du tout. Et là, tout de suite, le brouillard, il disparaît, on dit, ok, d'accord, c'était ça le champignon. Comment on distingue ça, par exemple, d'une décharge hormonale, comme ce serait par exemple la décharge d'adrénaline ou de cortisol ou ce genre de choses, qui modifie aussi notre façon de penser? C'est une sensation différente. C'est une sensation différente. Une décharge d'adrénaline, ça va pas être la même sensation physiquement. En fait, physiquement dans le cerveau, ça fait un truc bizarre. D'accord. C'est pas évident à décrire. Non, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est pas évident à décrire. Mais et puis maintenant, le champignon étant suffisamment parce que ça fait partie de notre microbiote, enfin de notre système, donc il a sa place. C'est juste quand il prend une place trop importante, il nous fout en vrac. Donc on l'a tout le temps, mais ça fait très très longtemps que je n'ai plus ressenti ces trucs-là. Donc mais c'est différent. C'est une sensation complètement différente. Et évidemment, ça brouille les perceptions, donc ça brouille les relations. Et quand on n'a pas aussi les connaissances comme les 4 accords Toltec, où je ne fais pas de suppositions, je ne prends pas les choses personnellement, on ne sait plus comment gérer les relations. Alors que quand on a ces bases de connaissances du triangle de Karpman, des 4 accords Toltec, ok, quelqu'un me dit quelque chose, je ne vais pas faire une supposition, je vais lui poser une question. D'accord. Quand tu dis que tu vas aller faire des courses, est-ce que tu prends la voiture? Est-ce que tu y vas à vélo? Est-ce que tu y vas à pied? Parce que j'ai besoin de la voiture, je veux être assurée que la voiture va être à ma disposition. Ah, d'accord, je vais faire les courses, bah non, je vais à côté au Super U. Ok, bon. Donc la voiture, je l'ai. Si on fait une supposition que la personne va faire les courses et que nous, on pense qu'elle y va à pied, et que moi, je veux aller à mon rendez-vous en voiture, et là, je m'aperçois, il n'y a pas la voiture. On va se prendre la tête, on va s'énerver. Ouais, mais comment ça se fait? Il a pris la voiture, j'en avais besoin. L'autre, il a pu penser, ou il savait même pas qu'on avait besoin de la voiture. Enfin, il y a plein de... Donc c'est juste dire les choses simplement, communiquer, c'est dire les choses, communiquer, pas garder les choses dans sa tête. Pas se dire les choses dans sa tête. Ouais. Et donc ça, c'est un ensemble, en fait. C'est-à-dire que les accords Toltec, c'est arrivé aussi à ce moment, après justement le travail que j'ai fait avec la naturopathe, de faire des choses très concrètes. Voilà, les champignons, je pouvais pas manger les champignons de Paris. Si je voulais des champignons, il fallait mieux des shiitake, c'était mieux pour mon intestin. Évidemment, j'avais tout plein de compléments alimentaires pour rétablir mon système digestif. J'avais des produits à base de plantes pour diminuer le candida. Enfin, tout ça, c'est des choses très pratico-pratiques que j'ai mises en place. Et en même temps, j'apprenais, alors en plus de la communication non violente que j'avais apprise, où j'avais déjà les acquis, mais des choses pratico-pratiques avec ces accords Toltec, entre autres. Ok, quand ma fille me dit quelque chose, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Je lui pose la question, elle me clarifie des choses. Ok. Et toutes ces bases-là que j'ai ancrées, c'est vraiment du pratico-pratique. Ok, et comment je me sens? Si je me sens comme ça,
Ah, ok, ouais, je me sens triste. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tristesse? De quoi j'aurais besoin? Ah de quoi j'aurais besoin? Oh, j'aurais besoin d'un massage. Ok, bon comment je peux comment je peux aller me faire masser? Et voilà. Et je vais poser des actions concrètes pour gagner en autonomie, pour faire les choses par moi-même. Mais c'est vraiment action, 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 action. C'est pas juste je reste dans ma tête et j'imagine les choses. Non, ça marche pas, ça. Ouais. Enfin, ça peut marcher un moment, mais pas longtemps. Et alors justement, par rapport à toutes ces actions que tu as mises en place, est-ce que dans ton cheminement, il y a des choses qui ont planté, des échecs que tu as essuyés? Oui, il y a des choses, parce qu'il y a des personnes à des moments de ma vie pour être accompagnée, parce que ces choses-là, on les fait pas tout seul. Mmh. On cherche à avoir des thérapeutes, des coachs, différentes personnes pour nous accompagner. Et évidemment, il arrive qu'on embarque avec les personnes qui sont pas forcément adéquates. Des personnes qui vont profiter de notre faiblesse quelque part, de notre besoin, et qui vont se poser en sauveur. En sauveur avec une emprise. Ouais. Je me souviens de quelqu'un, voilà, j'ai commencé à travailler avec lui, et puis il y a eu un moment, je me dis tiens, mais j'ai prévu un rendez-vous après, mais non, mais j'ai plus besoin du rendez-vous. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc je l'appelle 8 jours avant, je dis écoute, je lui laisse un message sur répondeur parce qu'en fait j'avais pas réussi à l'avoir, et puis je lui dis en fait non, j'annule le prochain rendez-vous parce que j'ai pas besoin. En fait, je suis arrivée au bout de ce que je voulais travailler avec toi, donc c'est bon, je te remercie beaucoup, et voilà, j'ai pas besoin de rendez-vous supplémentaire. Et il m'a pété un boulon. Et il m'a renvoyé un message incendiaire. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'arrête pas un accompagnement et tout. Et j'avais pris conscience du truc. Je lui ai dit, écoute, moi je vois le système qui se passe. Si tu veux, on se pose pour en parler. Et il m'a renvoyé un truc. Ça sert à rien, machin. Ok. Ouh, bravo. C'était quelqu'un de toxique. J'ai bien fait d'arrêter. Donc oui, ça, par exemple, ça a été des choses comme ça. Ça a été aussi, évidemment, des relations que j'ai commencé à poser, relations amoureuses, où je suis partie un petit peu trop vite, et puis le gars, au bout de 10 jours, ah ouais, mais non, on arrête. En fait, moi, c'est pas du tout. Ok, bon. Moi, un peu décontenancée, mais bon, toutes ces choses-là, je les ai prises en appui. Ok, je prends du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai posé les choses? Et j'ai observé, j'ai analysé. Ok, ah ouais, d'accord. Ok, là, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas posé suffisamment telle chose, j'ai pas clarifié tel point, etc. Et à chaque fois, j'analysais. Et je reposais les choses. Et c'est des choses que j'accompagne mes clientes à faire ça. Ok, d'accord, dans la relation, dans le rendez-vous qui s'est passé, comment s'est passé ton rendez-vous, comment tu t'es senti, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses que tu peux améliorer pour la prochaine fois, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que t'as compris, etc. Et de fil en aiguille, pour aller jusqu'à la bonne personne, jusqu'à la bonne... C'est la bonne personne ou la bonne relation? La bonne relation, on va dire. La bonne relation pour construire la relation de couple que l'on souhaite. Ouais. D'accord? Donc il y a tout un travail, évidemment. Ok, tu veux être en relation de couple. C'est quelle relation de couple que tu veux? Moi, j'avais posé les choses. J'avais envie de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse aller au musée, aller au concert, faire des visites, faire de la moto. Très important, la moto. Voilà, parce que c'était quelque chose que j'aimais, avec qui je puisse cuisiner, avec qui je puisse aller faire les courses, avec qui je puisse partager ce qui me plaisait, etc. Et donc il y a des personnes que j'ai rencontrées, on se prévoit, voilà, on discute un petit peu avant sur un site ou autre chose, on se rencontre, et là la personne commence à me déblatérer tout ce qui est critiqué de son ex. Ouh, ça commence bien. Bon, comment te dire? Écoute, j'ai été ravie de passer cette soirée avec toi. Ça n'ira pas plus loin.
Clairement, la personne n'avait pas fait le deuil de son ex. Ouais. Bon, bah non. Et à chaque fois que j'essayais de relancer, c'est quoi tes projets, etc. Chaque fois, il ramenait, bon, ok, c'est pas bon. Non, je me souviens, bon, c'est sympa, etc. Il me parlait que de son boulot, d'accord? Et qu'est-ce que t'as vu comme film dernièrement? Qu'est-ce que t'as lu comme livre dernièrement? Non, mais j'ai pas le temps de lire. Cinéma, ça fait des années que j'y suis pas allée, d'accord? Et t'aimes faire quoi d'autre? Parce que, ok, ton boulot est passionnant, en fait, c'était super sympa. Mais il faisait rien d'autre. Je dis non, moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui passe son temps, voilà. Donc, au fur et à mesure, je précisais les choses. Et Jean, on s'est rencontrés sur une sortie moto. Voilà, mais on a pris le temps de faire connaissance avant vraiment de sortir ensemble. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est marrant, il y a une jeune femme avec qui je suis arrivée en Blablacar là, de Bordeaux tout à l'heure, et on parlait de ça et du fait que déjà on peut envisager d'avoir une relation saine que quand on a compris qu'on changera pas la personne en face. Donc quand tu as un premier rendez-vous avec quelqu'un et que tu te rends compte que ça se passe pas bien, même s'il te plaît physiquement, même s'il peut y avoir une petite connivence, si déjà les thèmes qui sont abordés ou la vision de la vie est pas la même, ça sert à rien de s'acharner parce que la personne elle va pas changer, tout comme toi t'as pas envie de changer ton point de vue. Exactement. Et tes centres d'intérêt. Et je pense qu'il y a aussi parfois des femmes qui se disent oui, mais je veux tellement être en couple que je vais lui faire plaisir ou que je vais réussir à le changer ou à l'intéresser à ce qui m'intéresse. Non. Et voilà. Et si t'es clair dès le début sur ce que tu veux, bah c'est clair que tu vas pas négocier avec quelqu'un qui dira oui, mais moi je veux pas de ton truc, alors que toi c'est très important pour toi. Ouais. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que moi j'avais un non négociable. Il était hors de question que je vive avec un fumeur. Et Jean au début fumait. Alors je lui ai posé les choses dès le début. Je lui ai dit, écoute, voilà, on fait connaissance. Je lui ai dit, je vais être très clair avec toi. Je ne sortirai pas avec un fumeur. Bah, il dit, de toute façon, j'ai envie d'arrêter de fumer. Alors, je dis, je vais être aussi clair. Je dis, si tu arrêtes, c'est pour toi. Parce que j'ai déjà eu l'expérience de quelqu'un qui a arrêté pour moi, et au bout de 3 mois, il a repris, bon, après, il m'a viré. Et après, il t'a reproché. Non, mais bon, voilà. Non, ça peut aller jusque-là. Mais je dis, moi, c'est non négociable. J'ai supporté, en fait, 20 ans un fumeur, alors que je supporte pas le tabac. Et c'est hors de question. Bon. Il a arrêté de fumer. Et 1 an après, donc voilà, 1 an, on est sortis ensemble. 1 an après, il est allé faire un voyage aux États-Unis, un gros événement. Il a revu voilà. Et il a repris à fumer, il est revenu, il fumait. Et je lui ai dit, Jean, mon non négociable n'a pas changé. C'est-à-dire que, je suis désolée, mais là, non, je vais pas t'embrasser. T'as fumé, tu sens la cigarette, c'est non négociable. Donc tu choisis, c'est ou la cigarette ou c'est moi, mais ce sera pas les deux. Ouais, c'est un ultimatum que tu me poses. Je dis non. Tu fais selon ce que toi tu as envie. Mais je dis moi, c'est très clair. Aucun fumeur. Donc si tu choisis la cigarette, eh ben écoute, tu choisis la cigarette, mais moi, on arrête là. Et il est allé voir le médecin, il a pris des patchs. Voilà, il a fait son choix. Ça c'est une belle preuve d'amour. Oui, mais je vais dire, et c'est pas quelque chose que l'on pose en force. C'est vraiment moi, enfin, j'ai été triste de ça, parce que je dis merde, on est en train de construire une belle relation, ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça se passe super bien, on fait plein de choses ensemble, etc. Et là, il y a la clope qui vient. Et là, en moi, non, c'est juste niette, c'est non. Et donc, je l'ai posé, c'est tout. Et quand on est super clair sur ces absolument non négociables, ben on va pouvoir les poser très clairement à l'autre et pas se dire ouais, c'est quand même tellement chouette la relation qu'on a ensemble, bon, je vais tolérer ce truc-là. Ben non, parce qu'on se fait du mal à soi, on se respecte pas. Et si on ne se respecte pas, on ouvre la porte à ce que l'autre ne nous respecte pas. Oui, ça paraît extrême comme ça, et pourtant c'est la base logique. Ouais, c'est vraiment la base. Et si on prend pas conscience de ça, que c'est hyper important de se respecter soi, eh ben là après c'est la porte ouverte à tout ce qui peut être relations toxiques, machin et autres. Et ça évidemment ça demande un boulot sur soi. J'ai une petite question peut-être sémantique.
quelle différence tu fais entre un ultimatum et poser ses limites? Alors, un ultimatum, je dirais, il est posé de façon violente. Pour moi, l'ultimatum. Il est posé dans la violence, dans l'absence de respect de l'autre. Alors que moi, je vois plus poser ses limites. On pose sa limite intérieurement. Il n'y a pas de... l'ultimatum, je le vois comme le truc qu'on pose avant que ce soit insoutenable. Or, moi, je vais poser ma limite, mais vachement longtemps avant. D'accord. J'ai appris à poser ma limite vachement longtemps avant que ce ne soit plus soutenable pour moi. Alors que l'ultimatum, en général, c'est ou tu changes, ou c'est fini. C'est pour faire plier l'autre, quoi. C'est pour faire plier l'autre. Voilà, l'ultimatum, c'est dans ce sens, c'est vouloir faire plier l'autre. Non, moi, je pose ma limite. Je veux pas... Je cherche pas à te changer, je cherche pas à ce que tu changes pour moi, moi, je pose ma limite. Il n'y a pas de rapport de force. L'ultimatum, il y a un rapport de force. Quelque part pour moi. Ouais. Mais après ça, évidemment, ça peut être que le ressenti des uns et des autres. Et c'est là, justement, où toute la communication est importante. C'est-à-dire que l'ultimatum dans ce cas-là, ça aurait été non, de toute façon, si tu fumes, je te vois pas. Je refuse de te voir. Tant que t'as pas arrêté de fumer, je refuse de te voir. Or là, non, on a continué à se voir. Voilà, lui il mettait en place les patchs avec le médecin. Il savait qu'il y avait des moments où c'était pas facile pour lui. Je respectais ça et voilà. Il y a toute une période de transition, d'ajustement où lui aurait très bien pu dire écoute, c'est pas possible, j'arrive pas à arrêter et je continue à fumer et on se sépare. Mais c'est pas le truc où on cherche le forcing, quoi. Oui. Oui, et si par exemple il avait choisi de garder la cigarette et du coup de renoncer à toi, tu l'aurais vécu comment? Ça aurait été difficile pour moi, parce que voilà, on crée une belle relation, mais c'était plus important pour moi de me respecter. Ouais. Ok. Donc, la priorité étant, je me respecte, je suis prioritaire sur une relation potentielle où j'ai un désagrément. Je me privilégie moi. Et c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Ça aurait été difficile, hein. Mais la priorité, me respecter. Me respecter moi. Et alors, justement, ça peut peut-être faire la transition avec ma question suivante. Dans tout ce parcours-là, de quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? D'avoir réussi quand même à construire cette relation, parce que ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Tu vas pouvoir voir après comment on va interagir, parce que pour l'instant t'as pas vu. Mais je suis super contente d'avoir construit cette relation pour être un modèle pour mes enfants, pour mes filles, pour être un modèle aussi pour mes clientes, parce que alors justement, si j'ai choisi d'accompagner des femmes de plus de 40 ans à poser les fondations solides pour une relation saine, c'est aussi parce que j'ai vu les retours d'amis, de collègues qui me disent oh là là, tu fais envie avec ta relation et tout. C'est trop chouette de vous voir tous les deux. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir une relation comme ça. Donc c'est des choses aussi comme ça avant qui ont construit cette idée. Bon, ok, ouais, c'est là-dessus que je vais travailler et c'est les femmes que je vais accompagner pour leur permettre ça. Parce que c'est ça qui est chouette. Et c'est venu naturellement. C'est venu naturellement au fur et à mesure de mes essais, de mes recherches, etc. Et voilà, j'ai une cliente plus de 70 ans que j'ai accompagnée, qui a rencontré un homme. Elle me dit, écoute, je pense que ça va être le 2e grand amour de ma vie. Waouh. Trop bien. T'imagines, elle a 70 ans, elle vit une magnifique relation amoureuse. Tu te dis, enfin, c'est génial. Ouais. Voilà, il y en a une autre qui est en cours, hein, ça met un petit peu plus de temps, parce qu'elle a plus de travail à faire sur elle, mais ça va se faire. Il y en a d'autres. C'est génial de voir ça. Enfin, pour moi, c'est
Voilà, ouais, je suis fière du parcours que j'ai fait, parce que je reviens de loin, de très loin. Bon, voilà, après, voilà, la relation que j'ai avec Jean, c'est un aboutissement jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, comme voilà, je travaille un pied dans la gratitude, un pied dans le désir, je suis dans la gratitude de la maison où on est, de l'endroit où on est, de ce que je fais aujourd'hui, de la relation que j'ai avec lui. Et on projette aussi plus. Enfin moi, c'est moi qui suis un peu plus moteur là-dessus, mais comme on est tout près de la Loire, on a les mouettes, les goélands, et donc le matin on entend et moi le matin, je me réveille je suis au bord de la mer, en fait si j'ouvre la fenêtre, je vois la mer, et l'autre jour on en a parlé, il me dit « Ah mais je vois exactement la même chose ». Ah, on va bientôt changer de maison. Non, parce qu'il est quand même un voilier, il aime naviguer, etc. Moi aussi, j'ai plaisir à le faire avec lui. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent aussi au fur et à mesure. Puis bon, voilà, moi j'ai 3 filles, lui il a 2 enfants aussi. On voit aussi nos enfants commencer à construire leur relation amoureuse sur un autre modèle. Tu vois, et ça c'est... Ça fait envie hein, quand on t'écoute tout ça. C'est le but. Oui, tu vends bien ton truc, parce que tu le vis vraiment. C'est le but, et justement, c'est pour ça aussi que j'ai embarqué pour un livre collectif où je parle de mon parcours d'entrepreneur, parce que c'est mon parcours d'entrepreneur aussi qui m'a permis de découvrir toutes les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai travaillé, et qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui, et d'être à ce stade d'accompagner d'autres personnes. Après, c'est pas fait pour tout le monde, ce parcours d'entrepreneur, et c'est complètement ok, mais voilà, ce livre Impacté au féminin, c'est aussi un truc dont je suis super fière. J'ai déjà écrit moi-même un premier livre, en auto-entrepreneur, voilà, c'était en auto-édition, j'ai tout fait par moi-même, enfin bon, sauf la couverture qui a été faite par une graphiste, l'impression qui a été faite par quelqu'un qui imprime, bien sûr, mais tout le reste, je l'ai fait moi-même, ça a été un gros boulot, et mon plaisir, c'est d'accompagner les femmes à réaliser justement leurs rêves de relations, de relations amoureuses, au-delà, si elles ont un projet, de pouvoir le réaliser, parce que c'est réalisable. Ça va peut-être demander du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander de l'énergie, ça va aussi être des fois où on dit la barbe, là, quand on tourne une vidéo, machin, qu'on prépare tout le truc, et que là, paf, le truc, on s'aperçoit que ça a pas enregistré, que ça a pas fonctionné, qu'il y a un bruit de fond qu'on sait pas d'où ça vient, qu'on peut pas... Et on se dit, non, mais c'est pas possible, je vais tout laisser tomber. Bon, et puis on dort, et puis le lendemain, on voit autre chose. Et voilà, c'est des choses qui se construisent vraiment au fur et à mesure. Et justement, quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer pour réaliser son rêve, que ce soit celui-ci ou un autre, et qui n'ose pas encore? Quel conseil tu pourrais lui donner pour que ça lui donne l'élan de passer le cap? On commence toujours par un premier pas. Le rêve, il peut être à, allez, je vais dire 100 ou 1000 pas. Eh ben, c'est pas grave. On fait un premier petit pas vers ce rêve. Le premier petit pas, c'est le petit pas de chacun. Donc je peux pas dire quel pas faire. Mais quand on a un rêve, juste d'aller réfléchir, quel est le premier petit pas que je peux faire vers ce rêve? Et ce premier petit pas, il va amener un deuxième petit pas. Et ce deuxième petit pas, peut-être qu'il va ouvrir l'environnement à un truc auquel on n'avait jamais imaginé. Mais tant qu'on n'a pas fait le premier petit pas qui va mener au deuxième petit pas, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir qui va s'ouvrir à nous. Donc, on fait un premier petit pas. Et puis, après, on en fait un autre. Et ensuite, on verra. Et au fur et à mesure, on verra. Moi, voilà, tout à l'heure, je t'ai parlé de cet univers de femmes qui réalisent des trucs, mais absolument incroyables à travers la planète. Mais si j'avais pas fait le premier petit pas de m'inscrire à un séminaire, de m'inscrire à un truc qui semblait inaccessible pour moi, mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai jamais rencontré des conférenciers internationaux. Je vais aller participer à un atelier
où il y a des conférenciers internationaux, des gens qui interviennent sur des plateformes, ils ont 5-10 000 personnes devant eux. Moi, le maximum, j'avais parlé à 10 personnes à la fois, 20 personnes à la fois. La marche, elle peut sembler complètement énorme. Ben, c'est pas grave, je m'inscris à ce truc-là. Et à partir de là, j'ai une porte qui s'est ouverte, que j'imaginais pas. Et puis une autre, et puis une autre, puis une autre, et puis... Et voilà. Et voilà. Et il y en aura d'autres encore après. Parce que j'ai pas fini. Il y a toujours des portes. Je n'ai que 53 ans. Donc, voilà, ça c'est aussi important, une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Voilà, ma cliente qui a plus de 70 ans, elle imaginait pas pouvoir vivre la vie. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que, des fois, alors moi, c'est ma touquette, je pose la question à tout le monde, c'est est-ce que tu as déjà réalisé un rêve? Est-ce qu'il y a un rêve que tu veux réaliser? Peu importe l'âge, peu importe le milieu, le contexte dans lequel j'ai rencontré la personne. Et quand je faisais du stop dans le parc du Pilat, donc du côté de Saint-Étienne, il y a un monsieur qui m'a pris en stop, un monsieur de 80 ans. Et il m'a un peu brisé le cœur parce que je dis mais vous qui avez vécu tout ça, est-ce que vous avez réalisé un de vos rêves dans votre vie? Et il me dit vous savez, moi j'aurais bien voulu, mais mon père il est mort quand j'avais 12 ans, il s'est tué à la mine, et donc j'ai été soutien de famille très très jeune. Donc j'ai dû travailler très dur toute ma vie. Mon rêve, ça aurait été de partir faire le tour du monde en bateau. Moi, je voulais être marin. Et j'ai jamais pu le faire parce que j'ai dû travailler très dur. Et il m'a dit, 80 ans. Je dis, mais est-ce que aujourd'hui, vous pensez que vous pourriez aller, quelques jours découvrir un peu de la navigation? Il me dit, pour moi, c'est trop tard. Ah non. Et voilà, après, il fallait que je parte, il venait de me déposer et tout, mais j'aurais bien voulu continuer cette conversation avec lui, parce que je pense qu'il est jamais trop tard, effectivement. C'est jamais trop tard. Même si c'est pas faire le tour du monde, mais au moins toucher son rêve du doigt, quoi, bien commencer à aller dans cette direction-là. Non, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont être plus compliquées. Si on a 80 ans et qu'on veut être médecin, il y a 10 ans d'études ou 7 ans d'études, ça va peut-être être compliqué, mais c'est pas impossible. Enfin, la personne qui a eu son diplôme de médecin le plus âgé, je crois que c'est entre 85 et 92 ans. Il a eu son diplôme, jamais il n'exercera. Mais c'était son rêve d'être médecin. Il a eu son diplôme de médecin à plus de 85 ans. Il y a aucune limite. Il y a vraiment aucune limite, si ce n'est celle que l'on se met dans la tête. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. On peut vivre ses rêves. Après, ça va peut-être pas être le rêve aussi gros que ce qu'on souhaite. Mais encore, ça dépend. Pas forcément, parce qu'en fait, il y a des telles opportunités qui s'ouvrent. Moi, j'ai des clientes qui ont réalisé des trucs, elles imaginaient même pas. Enfin, je pense à une, elle voulait travailler avec les grands singes. Elle avait travaillé avec les grands singes en Afrique. Là, elle était maman avec 2 enfants, épuisée. Elle dit, mais jamais je pourrais retravailler avec les grands singes, quoi. Enfin, je dis, ok, mais je dis, vous savez, c'est peut-être possible de le faire en France. Je dis, moi, j'ai une amie qui intervient avec les grands singes en France. Ah ouais, du jour où je lui ai dit partagez ça, 15 jours après, on a un autre appel. Je dis, alors comment ça se passe? Ah, mais c'est incroyable, vous allez pas croire, en fait, j'ai un ami, il travaille dans un zoo, ça fait 3 ans ou 5 ans qu'on s'est pas eu au téléphone, il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, je peux aller faire un stage avec lui Elle dit, mais j'y croyais pas. Et voilà. En fait, elle avait perdu son rêve, on l'a travaillé, on a mis la graine. Le rêve, il est possible. Ouais. Elle s'est projetée dans ce rêve, elle s'est amusée à le faire, etc. Son rêve s'est réalisé. Comme par hasard, il y a une petite synchronicité qui arrive. Il y a des synchronicités qui arrivent dans la mesure où on se dit, ok, c'est possible. Est-ce que je suis prête à jouer avec ce c'est possible? Ouais. Et c'est ça qui est génial. Après, il y a des personnes qui disent, ouais, mais bon, je voudrais que ce soit plus rapide. J'ai ok. Il y en a une, j'en suis un. J'ai dit, ok, on imagine, là, demain matin, vous devez déménager, vous avez votre nouveau poste. Ah oui, non, mais je suis pas prête, mes colis, mes cartons sont pas faits, je sais pas où je mets mes enfants. Ok. Donc, il faut un petit peu de temps. Ouais, quelques mois. Et en fait, en 4-5 semaines, le truc s'est organisé, tout s'est calé, elle a obtenu un nouveau poste, son chéri aussi, l'école pour les enfants a été trouvée, l'appartement, enfin, tous les trucs se sont calés. Mais elle avait besoin d'un petit peu de temps quand même, parce que là, on imagine le rêve se réalise demain, panique à bord. Mais tout est possible. Oui. Tant
tant qu'on est ok de se dire, ouais, ok, c'est possible. Bon, ça va peut-être mettre un peu de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais poser les actions. Mais ouais, ça fait envie. Mais carrément. Bah oui. Bien sûr. Bah attends. Mais voilà, moi c'est ça que je cultive au quotidien. Alors il y a des fois, oui, je suis complètement en out parce que il m'arrive encore d'avoir des migraines. Et là, quand j'ai une migraine, très honnêtement, je suis pas dans ce mood-là. J'ai juste envie de me faire sauter la tête parce que je veux que ça cesse. Et puis de reprendre tout de suite. Ok, bon, où est le cadeau? Je sais qu'un jour je vais trouver la solution pour ce truc-là. Et j'avance, et je fais un petit pas, et je fais mon qigong, et je prends mes huiles essentielles, et je prends tout ce qui va bien. Enfin, je pose toutes mes actions pour aller vers l'amélioration. Puis ça s'améliore, et puis voilà. Toujours chercher l'opportunité, en fait, derrière le frein ou l'obstacle qui survient. Exactement. Et au fur et à mesure, après, les obstacles sont de plus en plus faciles à passer, en fait. On n'a pas plus d'obstacles. Cherchez une vie où on n'aura plus de problèmes. Si c'est ça votre recherche, vous n'aurez plus de problème le jour où vous serez 6 pieds sous terre. Voilà. En attendant, vous en aurez, mais ils seront plus rapidement passés, ils seront plus rapidement transformés. Oui, c'est une gymnastique de l'esprit, c'est une mécanique, un mécanisme une fois qu'on l'a de acquis. L'esprit et des cellules du corps. Parce qu'on peut avoir le mental, il n'empêche que les cellules du corps, il y a des fois, elles sont pas d'accord du tout. Et là, dans ce cas-là, on va se blesser, on va être malade, on va... le corps va... Non, ok, toi tu veux aller là, mais moi je suis pas d'accord. Donc il va falloir négocier. Mais ça, c'est un autre sujet. Exactement. Et alors, dernière question, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver, si on veut te contacter pour faire appel à toi, pour trouver le livre dans lequel tu participes Alors, etc. il suffit de taper Marie-Christine Eustache. On me trouve sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Mais tu es partout. Google, bien sûr. Enfin, on tape Marie-Christine Eustache, Google, on me trouve, tout simplement. Et le livre, en librairie. Et qui s'appellera Impacté au féminin. Et donc c'est un collège de... Donc c'est un livre collectif. Ok. Tout à fait. Nous sommes 17 femmes entrepreneurs à partager notre parcours entrepreneurial, accompagnées par super Biba Pedron, qui est coordinatrice, business coach et qui nous accompagne pour ce livre. Et voilà. Donc ça fait 17 expériences différentes de femmes à travers la planète. Parce que moi, je suis en France, mais il y en a qui sont dans des pays d'Afrique, il y en a qui sont en Allemagne, je crois, il y en a aux États-Unis. Voilà, c'est international, en français. Cool, ça va être intéressant d'avoir ce panel-là, justement, multiculturel. C'est aussi ça aussi, pas se cantonner à la culture entrepreneuriale française. Exactement. Et dans les pays d'Afrique, justement, elles bougent de façon incroyable. Moi, je suis allée au Maroc au mois d'octobre, donc 2023, rencontrer des femmes entrepreneurs. Elles sont incroyables. Elles ont une énergie, un dynamisme, des idées. Elles bougent énormément. Et dans d'autres pays, c'est pareil. Je pense à une jeune femme entrepreneur au Burkina Faso. Elle bouge malgré le fait que voilà, elle a une famille, elle a des enfants, mais elle avance, elle fait un pas à la fois, et elle avance, elle avance, elle avance. Donc, où que ce soit sur la planète, c'est possible de bouger, de réaliser ses rêves. Merci, ça, c'est un beau mot de la fin. Je pense que on va rester là-dessus parce que ça résonne. C'était cool. Merci beaucoup pour ton partage. Avec grand plaisir. Très très riche et je suis ravie de t'avoir rencontré. J'avais hâte de venir jusqu'à Nantes pour te voir et j'ai bien fait. Et du coup, je te souhaite le meilleur pour la suite et plein de succès. Merci beaucoup, toi aussi. Et une histoire d'amour qui dure, qui n'en finit pas.